Je viens d'utiliser ta carte pour une facture. Ma mère a menti. 12 heures plus tard, mon compte était vide. Il manquait 4300 €. Papa a eu un sourire narquois. Charité. J'ai simplement fait la seule chose à faire en silence. À 9 heures du matin, maman a ouvert son application de messagerie et a crié si fort que les voisins sont sortis. Un mois avant que tout ne tourne au vinaigre, j'étais à la maison pour l'anniversaire de ma mère. Nous sommes allés déjeuner, juste nous deux, comme au bon vieux temps. Elle a choisi un endroit que je pouvais à peine me payer, mais je n'ai rien dit. Je me suis dit que c'était acceptable une fois par an. Elle a commandé des apéritifs, des cocktails, un dessert la totale. Quand l'addition est arrivée, elle m'a lancé ce regard innocent et a dit « J'ai laissé mon portefeuille dans la voiture ». Je lui ai tendu ma carte. Elle s'est dirigée vers le comptoir pour payer. Je l'ai regardé glisser la carte dans son sac à main au lieu de me la rendre. Je n'ai rien dit. Plus tard ce soir-là, j'ai réalisé qu'elle n'était pas dans mon portefeuille. Je lui ai envoyé un texto. Elle a dit qu'elle l'avait trouvé dans son sac par accident et qu'elle me l'apporterait la prochaine fois qu'elle me verrait. Je l'ai cru. C'était plus facile à croire que de supposer quelque chose de plus sombre. Les semaines ont passé. Je n'ai pas redemandé. J'avais le paiement sans contact sur mon téléphone, de toute façon, je n'utilisais pas la carte physique. Je me suis dit qu'elle avait probablement juste oublié. Puis est arrivé le samedi. J'étais allongé dans mon lit quand j'ai reçu son texto « Salut, je viens d'utiliser ta carte pour une facture. On te fera le virement lundi. Je t'aime. » Quelque chose clochait. Normalement, elle aurait au moins demandé d'abord, mais j'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me suis dit que c'était peut-être une facture d'électricité ou quelque chose comme ça, 75 €, 100 € au maximum. J'étais agacé, mais pas choqué. Pourtant, quelque chose a continué de me tracasser toute la journée. Vers 22 heures, j'ai cédé et j'ai ouvert mon application bancaire. 1150 €. Mon estomac s'est noué. J'ai actualisé l'écran 2 fois, espérant que ce soit un bug. Puis j'ai ouvert l'historique des transactions. Il y avait 3 retraits massifs, 1700 €, 1100 €, 1500 €, tous répertoriés comme des virements AC, tous espacés de quelques heures, tous le même jour. J'ai fixé l'écran un moment avant de l'appeler. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un texto. Rien. J'ai appelé mon père. Directement sur la messagerie vocale. J'ai à peine dormi. Je suis resté assise toute la nuit à actualiser mon compte en banque comme si les chiffres pouvaient changer. À un moment donné, j'ai envoyé un message à mon ami Théo. Il est avocat. J'avais juste besoin de savoir quelles étaient mes options. Je lui ai envoyé des captures d'écran, je lui ai dit que la carte était en sa possession depuis un moment, et que je n'avais jamais donné la permission pour ces virements. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit, transfère-moi la liste complète des transactions et leurs adresses courriel. Dimanche matin, je suis allé chez eux en voiture. Je ne les ai pas prévenus. J'avais encore un double des clés. Leur voiture était dans l'allée, alors je suis entré. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu. Il était un peu plus de 8h30 du matin. À 9h précises, j'ai entendu la vibration de son téléphone sur la table d'appoint. Elle avait reçu une notification de sa messagerie. Elle l'a pris, l'a ouvert, et a crié. Un vrai cri guttural. En quelques secondes, j'ai entendu des voix dehors. Les voisins sont sortis sur leur porche. L'un d'eux s'est même approché de la porte et a frappé pour s'assurer que tout allait bien. Ma mère n'a pas répondu à la porte. Elle était figée, les yeux rivés sur son téléphone. Mon père est entré de la cuisine et a demandé ce qui se passait. Elle lui a tendu le téléphone. Il a lu l'écran et a laissé échapper un rire sec. « Charité » a-t-il marmonné en secouant la tête. C'est là que j'ai su qu'ils n'avaient pas utilisé l'argent pour une urgence. Ils n'étaient pas en retard sur leur facture. Ils ne risquaient pas de perdre la maison. Ils l'ont pris parce qu'ils le pouvaient. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé. Ce qu'elle venait de lire était une lettre de mise en demeure formelle envoyée par Théo, adressée à tous les deux. Elle exposait l'utilisation non autorisée de mon compte, le fait que la carte était en sa possession sans permission, et le montant total retiré. Elle leur donnait 72 heures pour rendre chaque centime ou faire face à un tribunal civil. Elle n'a pas crié parce qu'elle se sentait coupable.
Elle a crié parce que quelqu'un l'avait démasquée. Après le cri, après que les voisins sont rentrés chez eux en chuchotant « Dieu sait quoi », ma mère est restée là, figée, serrant son téléphone comme s'il l'avait brûlé. Mon père a lu le courriel, lui a lancé ce regard qui voulait dire « Je te l'avais bien dit », puis s'est tourné vers moi. Il a souri. Pas un sourire chaleureux. Une de ces petites expressions suffisantes que les gens font quand ils pensent qu'ils ont encore le contrôle de la situation. Allons, Léa. Ne sois pas si dramatique. C'est la première chose que l'un ou l'autre médite. Je n'ai pas parlé. Je n'allais pas supplier pour mon propre argent. Je n'allais pas discuter de ce qu'ils avaient fait. J'ai juste attendu. Ma mère est finalement sortie de sa torpeur et s'est lancée dans un discours. Pas des excuses, pas une explication, un discours sur la difficulté des derniers temps, sur le fait que l'argent était serré, sur le fait que je n'avais jamais compris ce que c'est que d'être responsable d'une famille. Elle a dit que oui, c'était peut-être mal de ne pas avoir demandé, mais ce n'est pas comme s'ils l'avaient volé. Ils avaient juste utilisé ce qui était, déjà dans la famille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas une erreur qu'ils allaient admettre. Ils pensaient sincèrement qu'ils en avaient le droit. Quand je n'ai pas répondu, ma mère a changé de tactique. Elle a haussé le ton, a dit qu'elle avait prévu de me rembourser, que je n'avais pas le droit de déballer notre linge sale en public et de lui envoyer un avocat, que ce que j'avais fait était irrespectueux, agressif, ingrat. Elle a dit que le pire dans tout ça, ce n'était pas l'argent. C'était que je me sois retourné contre mes propres parents. Je lui ai posé une seule question. Où est ma carte? Elle a cligné des yeux. A dit qu'elle n'était pas sûre. Peut-être dans un tiroir quelque part. Je ne l'ai pas cru. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le tiroir que nous utilisions toujours pour le bric-à-brac, vieille pile, stylo, menu monnaie. Et elle était là ma carte, juste sous un prospectus de Jiffy. Je l'ai ramassée. Elle m'a suivi et a essayé de dire quelque chose sur le fait qu'elle avait l'intention de la rendre, mais je me suis juste retourné et je suis sorti. Elle m'a suivi jusqu'à la porte, criant après moi, disant que j'exagérais les choses. Le temps que j'arrive à la maison, j'avais 9 appels manqués d'elle, 5 de mon père, et 2 de numéros inconnus. Puis est venu le texto « Ne ruine pas cette famille pour un malentendu. Parle-nous d'abord avant de faire quelque chose de stupide. Tu penses qu'un avocat va arranger ça ?» Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je les ai bloqués tous les deux ainsi que les numéros inconnus. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de mon oncle, le frère de ma mère. Nous ne parlons pas souvent, mais il a toujours été correct, pas comme le reste de la famille. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu. Il n'a pas perdu de temps. Il a dit « Salut, je viens de quitter la maison de tes parents. Qu'est-ce qui se passe ?» Apparemment, un des voisins l'avait appelé après avoir entendu les cris, lui avait dit que quelque chose de grave s'était produit. Il est allé voir. Ma mère était hystérique. Mon père était impassible. Aucun d'eux ne voulait lui dire toute la vérité. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de la carte, du texto, des retraits, de la façon dont ils sont devenus silencieux quand je les ai confrontés, et comment ils se sont retournés contre moi dès qu'un avocat a été impliqué. Il y a eu un long silence après que j'ai fini. Puis il a dit, tu dois faire une déclaration à la police. Même s'ils n'agissent pas, ça crée un dossier. Tu ne veux pas qu'ils retournent la situation et fassent croire que tu leur as donné la permission. Je savais déjà qu'il avait raison. Je lui ai dit que je le ferais le jour même, et c'est ce que j'ai fait. J'ai imprimé le relevé bancaire, le texto de ma mère, et une capture d'écran du courriel de mise en demeure que Théo avait envoyé. Je suis allé au poste de police vers 17h30. C'était calme. J'ai dit à l'agent à l'accueil que je devais signaler des retraits non autorisés par un membre de ma famille. Il n'a pas eu l'air impressionné. Il m'a posé quelques questions, a noté quelques trucs, puis a dit, cela ressemble à une affaire civile, pas criminelle. Je lui ai demandé sans détour, si quelqu'un que je ne connais pas prend ma carte et l'utilise sans permission, c'est du vol. Mais si ma mère le fait, c'est juste une affaire de famille. Il n'a pas répondu. Il m'a juste donné un formulaire et m'a dit qu'il le garderait dans leur dossier. Je suis parti avec un numéro de dossier. C'était suffisant. Quand je suis rentré, j'ai appelé Théo et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il n'a pas perdu une seconde. Cette nuit-là, juste avant minuit, il a déposé une plainte civile. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel. C'était de Théo.
Mes parents étaient officiellement poursuivis en justice. Ils allaient recevoir une assignation dans les 48 heures. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce qui s'est passé après les appels, les supplications, les menaces, les secrets, c'était le vrai début. Ils ont reçu l'assignation mardi matin. Je l'ai appris 2 heures plus tard quand ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché sans réfléchir, je pensais que c'était peut-être quelqu'un du travail. Au moment où j'ai entendu sa voix, tremblante et en pleurs, j'ai failli raccrocher. Elle n'a pas dit bonjour. Elle est allée droit au but. Léa, qu'est-ce que tu fais? Tu n'étais pas obligée de faire ça. Tu aurais pu simplement nous parler. Je suis restée silencieuse. Elle a continué, a dit que c'était humiliant, que le voisin avait vu le type leur remettre les papiers et que maintenant tout le monde pense que nous sommes des criminels. Puis elle m'a sorti une phrase à laquelle je ne m'attendais pas, je t'ai déjà dit que je te le rembourserais. Qu'est-ce que tu veux de plus de nous? Comme si je les pressais pour de l'argent qu'ils ne devaient pas. Comme si j'étais déraisonnable. Je lui ai dit de parler à Théo, mon avocat. Puis j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro 5 minutes plus tard. Dans l'après-midi, mon téléphone a recommencé à sonner. Cette fois, c'était mon père. Je n'ai pas décroché. Il a continué d'appeler. 5 appels manqués en moins de 30 minutes. J'ai finalement répondu au 6e. Il n'a pas crié, n'a pas pleuré. Il parlait comme s'il concluait une affaire, calme, répété. Il a dit que ce qui s'était passé était moche mais réparable et qu'il était prêt à arranger les choses, mais que je devais annuler le procès avant que les choses n'aillent trop loin. Puis est venu l'avertissement, glissé dans une petite phrase tranquille comme si elle ne signifiait rien. Tu sais, ce genre de choses ne nous blesse pas seulement nous, ça te blesse aussi. Tu regretteras de traîner le nom de ta famille devant les tribunaux. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'avait jamais peur d'avoir tort, juste peur d'avoir tort publiquement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste mis fin à l'appel. Cette nuit-là, il s'est présenté devant mon appartement. Il est resté longtemps à la porte, a frappé, a appelé mon nom, a dit qu'il voulait juste parler. Puis, comme je ne répondais pas, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu ne vas pas gagner. C'est ta parole contre la nôtre. Sois intelligente. Je n'ai pas ouvert la porte, mais j'ai tout enregistré. J'ai envoyé l'audio à Théo. 10 minutes plus tard, il a appelé. Il t'a menacé. Ce n'est pas rien. Je n'avais pas peur exactement, pas de lui. Mais j'étais en colère d'une manière qui me semblait lourde, comme si j'en avais fini de jouer la défense. Théo a de nouveau demandé si je voulais un règlement à l'amiable s'ils en proposaient un. Je n'ai pas répondu. Je n'avais toujours pas décidé. Le lendemain, je suis allé travailler comme d'habitude. Vers midi, les ressources humaines m'ont pris à part. Ils avaient reçu un message vocal de quelqu'un m'accusant de détournement de fonds de l'entreprise et de faire l'objet d'une enquête pour fraude. Je travaille dans le marketing, je ne touche pas à l'argent des clients. C'était absurde, mais ils ont dit qu'ils devaient quand même signaler l'incident en interne. J'ai écouté toute cette conversation sans réagir, mais je savais déjà qui avait fait ça. Seules 2 personnes savaient où je travaillais, et une seule d'entre elles s'était tenue devant ma porte en parlant de la façon dont je ne gagnerais pas. Plus tard ce soir-là, j'ai appelé mon oncle. Il était resté silencieux depuis le jour où j'avais déposé la plainte. Il n'a même pas eu l'air surpris quand je lui ai parlé des ressources humaines. Il a dit que ma mère et mon père racontaient aux gens une version très différente de l'histoire. Je lui ai demandé ce qu'il disait. Il a hésité, puis m'a dit franchement. Il racontait à la famille que j'avais proposé d'aider à payer une facture, puis que j'en avais fait un procès pour leur donner une mauvaise image, que j'avais mal compris quelque chose de mineur et que j'avais surréagi. Il réécrivait l'histoire, non seulement pour sauver la face, mais pour faire de moi la méchante. Mon oncle a dit qu'il avait essayé de s'y opposer, mais que la plupart des gens ne voulaient pas l'entendre. Quelques-uns lui ont dit qu'ils me croyaient. Les autres ne voulaient tout simplement pas s'impliquer. Avant de raccrocher, il a dit, « Tu dois finir ce que tu as commencé, parce que si tu laisses tomber maintenant, ils recommenceront. » Il avait raison. Le vendredi, Théo m'a transféré la réponse de leur avocat. C'était une blague, pleine de déclarations vagues sur un « consentement verbal » et une « confusion entre les parties ». Aucune mention du montant, de la carte manquante ou de la raison pour laquelle je n'avais même pas été contacté lorsque l'argent a été pris. Puis Théo a de nouveau demandé, s'il propose un règlement, veux-tu l'accepter?
Cette fois, je n'ai même pas scié. Non. Je veux qu'un juge entende chaque mot. La date du procès a été fixée, une vraie date sur le calendrier, dans une semaine. Je n'ai rien dit à personne, pas même à mes amis. J'ai continué à travailler comme si de rien n'était, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à chaque seconde de ce stupide déjeuner où je lui avais tendu ma carte. À leur certitude que je reculerais. Au message vocal laissé à mon travail. Au regard sur le visage de mon père quand il a dit « Tu ne gagneras pas », et puis, 4 jours avant l'audience, quelque chose d'étrange s'est produit. Ma mère m'a envoyé un texto d'un autre nouveau numéro. Mais cette fois, pas de drame, pas d'histoire larmoyante, juste une ligne. Pouvons-nous parler? Juste un café, sans piège. S'il te plaît. Je l'ai fixé pendant un long moment. Je ne voulais pas y aller, mais j'étais curieuse. Et honnêtement, je voulais la regarder en face et voir ce qu'elle avait encore à dire. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à mi-chemin entre nos maisons. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une place face à la porte. Elle est arrivée en retard, l'air de ne pas avoir dormi. Pas de maquillage, pas de spectacle. Elle s'est assise et n'a rien commandé. Elle a sorti une lettre de son sac, tapé et signé des excuses formelles. Elle y disait qu'elle avait pris l'argent sans permission, qu'elle le regrettait, qu'elle rendrait chaque centime. Je ne l'ai pas touché. Puis elle a sorti un chèque. Il était à mon nom, pour 4 300 €. Le montant exact. Je n'y ai pas touché non plus. Je lui ai demandé pourquoi maintenant. Elle m'a regardé et a dit, parce que si cela va au tribunal, ton père perdra tout son travail, sa retraite. Tu vas le ruiner. Pas, nous avons fait une chose terrible. Pas, je suis désolé pour ce que nous t'avons fait subir. Juste, tu vas le ruiner. J'ai fait glisser le papier vers elle. Je lui ai dit que l'argent n'était plus le problème, qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pouvaient pas effacer. Elle n'a pas discuté. Elle est juste restée assise là, m'a fixé et a dit, alors tu devrais savoir quelque chose. C'est laquelle a sorti autre chose. Un dossier en manille. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des courriels de moi, des choses privées, des messages que j'avais envoyés à des amis, de vieux brouillons sauvegardés, même une capture d'écran d'une note personnelle que je gardais dans mon stockage en nuage. Des choses auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai demandé où elle les avait eus. Elle n'a rien dit, a juste souri un peu. Je suis sorti. Plus tard ce soir-là, j'ai appelé Théo et je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé par courriel des scans des pages qu'elle m'avait montrées. Il n'a pas parlé pendant quelques secondes. Puis il a dit quelque chose qui a tout changé. Tes parents n'ont pas seulement pris ton argent. Ils t'espionnent. Il a expliqué que ce que je lui avais montré, en particulier cette note privée de mon nuage, signifiait qu'ils avaient soit piraté mon courriel, soit accédé d'une manière ou d'une autre à mes anciens appareils. Que ce n'était plus seulement civil. C'était criminel, usurpation d'identité, fraude électronique, cybercriminalité. Il m'a demandé si je m'étais déjà connecté à mes comptes depuis leur maison. Je l'avais fait, une fois. J'avais utilisé leur vieil ordinateur de bureau en visite pour Noël l'année précédente, juste pour vérifier mes courriels. Ils auraient pu enregistrer les informations de connexion, accéder à tout. Il m'a dit de déposer une deuxième plainte. Je l'ai fait le lendemain matin, et cela a changé toute l'affaire. Lorsque la nouvelle plainte a été enregistrée dans le système, le dossier judiciaire s'est élargi. Il ne s'agissait plus seulement d'une utilisation non autorisée d'une carte de débit. Il incluait désormais le vol numérique et les délits informatiques. Le même jour, Théo m'a envoyé une mise à jour. Leur avocat était devenu silencieux. 3 heures plus tard, j'ai reçu un courriel de mon père. Pas de salutation, pas de formule de politesse, juste ceci, tu as marqué ton point. Tu as gagné. Mais ne t'attends pas à être notre fille après ça. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Le lundi, nous avions une offre de règlement pas seulement pour 4 300 €. Ils ont ajouté 2 000 € supplémentaires pour dommages et intérêts, plus un accord écrit stipulant qu'ils ne me contacteraient plus jamais. J'ai signé, et c'était tout. 2 jours plus tard, l'argent est arrivé sur mon compte. Ma carte a été réémise. Mon oncle m'a envoyé un texto d'une ligne, ils font comme si rien ne s'était passé. Bien sûr qu'ils le faisaient. Mais ce qui s'est passé ensuite?
C'était le vrai rebondissement. 3 semaines après que tout soit terminé, ma mère a de nouveau appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Elle était malade. Pas une fausse maladie. Quelque chose de sérieux. Elle a dit que mon père voulait parler. Qu'ils avaient besoin d'aide. Et j'ai écouté tout le message sans rien ressentir. Cela faisait 3 semaines de paix. Pas de texto, pas d'appel, pas de visite surprise. J'avais commencé à mieux dormir. J'avais arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes. J'ai même passé une journée entière sans penser à eux. Et puis le message vocal est arrivé. C'était la voix de ma mère, mais plus faible, tendue, comme si elle essayait de ne pas pleurer. Elle a dit qu'elle avait passé des examens, que les résultats n'étaient pas bons. Quelque chose à propos d'une masse, quelque chose à propos d'autres scanners nécessaires. Elle a dit que mon père voulait me parler. Et puis est venue la partie que j'attendais. Nous espérons que tu pourras aider. Je ne l'ai pas supprimé. Je n'ai pas répondu non plus. Je suis juste restée assise là pendant un long moment, à fixer mon téléphone comme s'il pouvait se mettre à s'expliquer, parce que quelque part dans cette voix, malade ou non, se trouvait la même femme qui m'avait regardé dans les yeux après m'avoir volé et avait appelé ça une affaire de famille. Le lendemain, j'ai reçu un courriel de mon père. Juste une ligne, nous avons besoin de ton aide pour les frais de traitement. Ne nous ignore pas, pas de contexte, pas de pièces jointes, aucune mention de ce qu'ils avaient fait ou de ce qu'ils m'avaient fait subir. Juste la supposition que je replongerais dans le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Mais je n'étais plus cette personne. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé Théo à la place. Il n'a même pas hésité. Il a dit qu'il n'y avait aucune obligation légale, que leur facture médicale, leur situation, leur silence, rien de tout cela n'était ma responsabilité. Puis il a dit quelque chose auquel je n'ai cessé de penser depuis. Il a toujours été question de contrôle. Quand ils ne pouvaient pas te faire culpabiliser, ils ont essayé de te faire peur. Et maintenant, ils essaient la sympathie. Ce n'est qu'une autre tactique. Il n'était pas froid, il était honnête. Mais ça m'a quand même fait me sentir comme une ordure. Pas parce que je me sentais coupable, ce n'était pas le cas, mais parce qu'il pariait sur le fait que je me sentirais coupable. 3 jours ont passé. Puis mon oncle est arrivé. Il n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto. Il a juste frappé à ma porte comme si on était en 1999 et que tout le monde passait encore à l'improviste chez les gens. Il avait l'air plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu, comme si toute cette histoire l'avait vieilli aussi. Il n'est pas resté longtemps. Il a juste dit qu'il voulait parler, et je l'ai laissé faire. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine et il a dit, elle est vraiment malade. Stade 2, quelque chose au foie. Pas encore en phase terminale. Traitement possible, mais coûteux. Puis il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, il pensait que cela te ferait revenir. Il ne l'a pas dit comme si c'était un plan qu'ils avaient concocté. Il l'a dit comme si c'était un espoir silencieux auquel il se raccrochait, qu'il croyait vraiment que tomber malade effacerait tout. Il m'a dit qu'ils avaient des difficultés, que mon père avait déjà commencé à vendre certains actifs, que leurs économies étaient presque épuisées. Il a dit qu'il racontait à tout le monde que je n'étais pas encore prête à pardonner. Cette formulation m'a marqué, pas prête à pardonner, comme si le pardon était attendu, comme si j'avais une horloge morale qui tournait en moi. Il a dit qu'il ne demanderait plus, que si je ne me manifestais pas, ils allaient couper les ponts pour de bon. Je lui ai dit que je n'avais plus peur de ça. Il a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Il n'a pas insisté. Il a juste dit, je pense qu'ils espéraient que tu serais la personne la plus mature, even if they weren't. Et puis il est parti. 2 jours plus tard, ils ont mis leurs menaces à exécution. J'ai été retiré du groupe WhatsApp de la famille. Mon nom a disparu du calendrier partagé que nous utilisions pour les vacances. Ma cousine m'a envoyé un texto pour me demander pourquoi je n'étais pas répertorié comme personne à contacter en cas d'urgence sur le fil de courriel de mise à jour médicale. Je lui ai dit de demander à mes parents. Puis le blocage est venu. Téléphone, tout. Pas de message final, pas d'adieu dramatique, juste le silence. Ça n'a pas fait mal comme je le pensais, parce que pour la première fois de ma vie, j'étais enfin hors de leur portée. Pas de culpabilité, pas d'obligation, plus de rôle à jouer. Juste moi. Libre. Cela fait 9 mois. Pas un mot de l'un ni de l'autre. Pas de message, pas de courriel, pas d'excuses,
pas de « nous avions tort ». Pas même un texto d'anniversaire passif-agressif, ce qui pour ma mère était pratiquement une tradition. Quand ils m'ont coupé de leur vie, ils le pensaient vraiment. C'était net, final, précis, comme si on arrachait une page d'un livre en prétendant qu'elle n'avait jamais existé. Au début, je m'attendais à ressentir du chagrin. J'ai attendu que la vague déferle. Je me suis préparé à ces matins calmes où le silence semblerait plus lourd que leur présence ne l'avait jamais été. Mais ces matins ne sont jamais venus. J'ai continué à attendre de ressentir une perte, une vraie perte, mais elle ne s'est pas manifestée. Ce qui est venu à la place, c'est une sorte de paix que je n'avais jamais connue dans cette maison. Une quiétude qui ne demandait rien en retour. Et j'ai réalisé quelque chose de brutal mais honnête, il ne me manquait pas. Ce qui me manquait, c'était la version 2 que j'avais inventée pour leur survivre. Les parents que j'imaginais quand j'étais plus jeune me manquaient. Ceux qui diraient un jour « nous sommes fiers de toi », et le penseraient. Ceux qui s'excuseraient sans ajouter « mais tu dois comprendre ». Ceux qui se soucieraient plus de moi que du contrôle. Ces parents n'ont jamais existé. Et quand j'ai finalement cessé de les poursuivre, quand j'ai arrêté de donner des chances qu'ils n'avaient jamais méritées, ma vie entière a changé. J'ai déménagé dans une autre région, j'ai trouvé un meilleur travail, et j'ai ouvert un nouveau compte en banque dans une autre institution avec vérification en 2 étapes, de nouveaux mots de passe la totale. J'ai fait nettoyer tous mes appareils. Aucune trace d'identifiant partagé, pas de connexion enregistrée, rien sur quoi il pourrait tomber à nouveau par accident. J'ai même changé mes contacts d'urgence à l'hôpital, juste au cas où. Ils ne savent pas où j'habite maintenant, et ils ne le sauront jamais. Mon oncle prend encore de mes nouvelles parfois. Discrètement. Il ne pose pas de questions, il envoie juste un court message toutes les quelques semaines pour dire qu'il espère que je vais bien. J'apprécie cela plus qu'il ne l'imagine. Mais même lui m'a dit, après que tout soit arrivé, tu n'obtiendras peut-être jamais de conclusion de leur part. Tu devras peut-être te la donner toi-même. Il avait raison. J'ai appris par lui que ma mère est toujours en traitement, que mon père a dû reprendre du travail en consultation pour couvrir les factures. Apparemment, ils ont essayé de vendre la maison, mais le marché est mauvais et ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont dit à tout le monde qu'ils avaient perdu contact avec moi, que je m'étais mise en colère pour un malentendu et que j'avais choisi la distance. Ils omettent le procès, le vol, les menaces, le sabotage auprès des ressources humaines. Mais bien sûr, un malentendu. La dernière chose que j'ai jamais reçue d'eux était une vieille boîte arrivée sans adresse de retour vers le 5e mois. À l'intérieur se trouvaient quelques photos d'enfance, un projet scolaire que j'avais fait en CM2, et une note avec 5 mots écrits de la main de mon père, « Tu as fait ton choix. Adieu ». Pas de signature, pas de date. Je suis resté assise avec cette boîte pendant des heures, essayant de ressentir quelque chose de plus grand de la tristesse, de la culpabilité, du regret. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement, parce qu'il avait raison. J'ai fait un choix. Et pour une fois dans ma vie, il n'était pas basé sur ce dont ils avaient besoin ou ce qu'ils attendaient ou comment je pouvais éviter d'empirer les choses. Il était basé sur ce que je méritais. Les gens disent que la famille, c'est pour toujours. Que les liens du sang sont plus forts que tout. Qu'il faut pardonner quoi qu'il arrive parce qu'un jour on le regrettera. Mais voici ce que personne ne vous dit, la famille peut avoir tort. La famille peut vous voler. La famille peut vous mentir en face puis vous reprocher d'être blessé. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. Alors je l'ai fait. Et c'est là que cette histoire se termine. Pas de retrouvailles dramatiques, pas d'étreinte de réconciliation, pas de miracle dans une chambre d'hôpital. Juste moi, vivant tranquillement, honnêtement, pleinement, avec mon compte en banque sécurisé, ma paix intacte, et pas une seule partie de moi ne souhaitant être restée. Ils ont pris 4 300 €, mais j'ai repris ma vie entière.